Bonjour, nous sommes le 23 novembre 2024, je dirais samedi 23 novembre 2024. Alors on a connu des neiges, tout du moins dans ma contrée, dans ma région, parce que dans d'autres régions il a encore neigé hier. Bon, ici dans ma contrée, dans ma région il n'a pas neigé hier, mais il a neigé le 20 novembre. Donc les premières neiges automnales, qui ont perduré, je dirais, un ou deux jours, on va dire deux jours, il reste encore des résidus, voilà, mais c'est des résidus, eh bien, euh, sont apparus, les premières neiges sont apparues le 20 novembre. Donc la température a chuté. Il se dit que, bon, on entend dans la météo que, enfin, on entend au travers de la presse, notamment je veux dire les bulletins météorologiques, que demain la situation va nettement s'améliorer, que la température va remonter. Donc ici on peut se dire, bon, c'est un froid polaire qui est, bon, qui est là, avec bon, une mer qui est toujours chaude, parce que bon, on n'est pas si loin de l'été. Et donc les contrastes air chaud, air froid, et d'un autre côté, il y a encore de l'air froid. Mais je veux dire, tout ça concourt à faire que, bon, on a des situations météorologiques qui font qu'on a un abaissement de température avec un froid polaire. Et que, bon, on a un rétablissement des températures qui vont s'améliorer, je veux dire, d'ici demain. D'ici demain. Donc, parce qu'ils se disent que, bon, on va avoir une élévation de température très importante. Donc, on va passer des températures qui sont, je veux dire, proches du zéro à des températures de je ne sais pas combien de degrés. Hein. Je ne sais pas combien ça va s'élever, mais en tout cas, on pourra dire qu'il va faire chaud. Un peu plus chaud que voilà, ces 3-4 jours qu'on a connus. Alors ici, je vais voir le mouvement. Il existe différents types de mouvements. Hein. Pour l'instant, j'ai vu le mouvement circulaire uniforme, le mouvement MCUA. Donc ce que j'ai vu le MCU, le mouvement circulaire uniformément accéléré. Et ici, je vois un mouvement. Bon, tous les deux sont des mouvements plans. Hein. MCU et MCUA sont des mouvements plans. Ici, je vais faire un mixte d'un MCU, je dirais un MCUA ou un MCU, peu importe s'il accélère ou pas. Je peux l'étudier et puis le particulariser en un MCU qui est montant. Alors, je vais voir un MCU montant. Alors, un MCU montant ou un MCUA montant, un des deux, MCU montant ou MCUA montant, vous aurez compris que c'est le mouvement d'hélice. Hélicoïdal. Mouvement hélicoïdal. Mouvement hélice. Alors, donc c'est un mouvement spatial cette fois. Alors que le MCU et MCUA sont des mouvements plans. Mais c'est un cas particulier du moment, voilà, MCU, MCUA, mais adapté à une montée constante, voilà, en hauteur. Alors maintenant, par exemple, ça on peut retrouver par exemple dans des mèches de forêt. Quand vous forez sur un mur, le but pour forer, bon, vous allez me dire c'est pour faire un trou cylindrique, oui, mais c'est surtout le trou cylindrique, il apparaît parce que, bon, vous percer c'est quoi? Mais c'est réduire en miettes les particules, soit de briques, de béton, peu importe de bois, ici, les réduire en miettes. Ici. Par une rotation, on réduit en miettes. Et alors, ce qui est réduit en miettes, bien sûr, passe par, je veux dire, fait un tour et doit pouvoir ressortir du forêt. Voilà, doit pouvoir ressortir du forêt. Donc, les poussières du bâtiment, si vous voulez, si vous faites un trou sur un mur, ben, doivent pouvoir passer tout le long comme ceci, retomber. Bon, maintenant, s'il n'y a pas d'aspirateur, bon, les poussières vont aller dans tous les sens pour finir par retomber par terre. Hein. Les poussières vont finir par retomber par terre. Mais maintenant, s'il y a un aspirateur, la plupart des poussières du bâtiment vont être aspirées par l'aspirateur. Alors, je vous rappelle qu'ici, bon, généralement, c'est une machine tournante avec un mandrin. On a un mandrin ici, pour lequel on a accroché, je veux dire, le forêt. Alors, le but de la manœuvre, c'est pas de forcer. Hein. On ne demande pas de forcer. Donc, vous mettez une mèche et puis vous fermez, voilà, le mandrin ici. Vous fermez le mandrin. Voilà. Le but, c'est pas de forcer quand on fait, voilà, quand on fore.
On ne demande pas de forcer. Donc il faut laisser travailler la machine. Alors, comment doit travailler la machine? La machine doit travailler en va et vient. Donc vous devez la faire revenir. Voilà. Le but, c'est vrai que au travail, quand vous travaillez, on demande du rendement. Maintenant, quand vous faites un trou, le but c'est pas d'aller vite, hein, c'est pas le but. Le but c'est de faire un trou bien horizontal, au bon diamètre, voilà, au bon diamètre, et ne pas casser les mèches à chaque fois que vous forez. C'est-à-dire vous devez laisser travailler la machine. On ne force pas une machine. On ne force jamais une machine. Il faut la laisser travailler et ressortir à chaque fois. Rentrer doucement, ressortir doucement. Rentrer doucement, ressortir doucement. Alors, aller, je veux dire, au gré, je veux dire, voilà. Le but, c'est pas d'aller très vite et de casser toutes les mèches qu'on a en sa possession. Voilà. Donc, ce qui veut dire que par là, il faut laisser travailler la machine. Il faut laisser travailler la machine. Donc, il faut y aller, comme on dit, bon, dans le jargon du bâtiment, mollo. Il faut aller mollo, avec le matériel. Donc, je veux dire, le matériel, c'est un coût. Donc, je veux dire, il faut aller mollo avec le matériel. Donc, le mur, c'est déjà difficile, c'est déjà quelque chose de résistant, mais il faut aller doucement. On rentre dans le mur, on ressort, on rentre, on ressort. Au gré, voilà, du temps, on laisse travailler la machine. La machine, on va un peu plus loin, etc. etc. Alors bon, il y a des foreuses avec aspirateur, sinon les poussières vont tomber par terre. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple voilà, de mouvement hélicoïdal. De sa mouvement en hélice. Alors, on dit qu'une particule bon, c'est une trajectoire. Je vais étudier les vitesses et les accélérateurs. Bien sûr, je vais faire la cinématique du mouvement hélicoïdal, vous avez compris. Mais on sait bien qu'on a une trajectoire qui est hélicoïdale, justement. Qu'est-ce que c'est qu'une hélice? Un mouvement hélicoïdal, c'est un mouvement qui parcourt une hélice. Voilà. Alors, on dit qu'une particule, voilà, une particule que je vais appeler un point P, par exemple, voilà, de la trajectoire, est animée d'un mouvement, on va dire, hélicoïdal, MH, mouvement hélicoïdal. Alors, le mouvement hélicoïdal ici sera de type circulaire, hein, voilà, circulaire, lorsqu'elle se déplace à la surface, on va dire, d'un cylindre. À la surface d'un cylindre. Donc, il faut absolument qu'on ait un cylindre, parce que, voilà, donc ici, le cylindre, bien sûr, on ne voit pas les parties cachées. Ça, c'est la partie arrière. Alors, bon, si ça commence ici, ou alors je peux dire qu'il commence ici. Hein. Il peut commencer. S'il commence ici, voilà, il va tourner sur le pourtour d'un cylindre. Alors, ici, c'est une vue cachée, donc on ne le voit pas. Puis il va remonter. Puis après, on ne le voit pas. Puis il va remonter. Mais en tout cas, ici, j'ai mal dessiné. Vous aurez compris que j'ai mal dessiné. L'astuce dans tout ça, c'est que si je prends un point ici, il faut que j'ai des courbes, on va dire parallèles, mais pas que. Il faut que les interdistances ici soient constantes. Pourquoi? Parce que quand on fait un tour, si j'arrive de nouveau au même point, à ce point-là, il faut qu'on ait fait un pas, monter d'un pas. Donc, la particule P est animée d'un mouvement hélicoïdal circulaire lorsqu'elle se déplace à la surface d'un cylindre, bien sûr, de révolution, en tournant autour de l'axe bien sûr l'axe qui est ici, l'axe du cylindre, d'un angle θ. Donc, on va dire proportionnel, bien sûr, θ, qui est proportionnel à la cote Z. Et bien sûr qu'elle parcourt parallèlement à cet axe. Donc,
on va mettre les choses au point. Qu'est-ce qu'il me faut? Bon, il me faudrait un cylindre. Voilà. Attention que ce cylindre, c'est dans l'espace. Je suis obligé d'aller chercher une figure de l'espace. Graphique 3D. Voilà. Je vais dessiner. Bon, je vais mettre un curseur qui va représenter le rayon. Le rayon il va être, je veux dire, positif. Voilà. Alors je vais mettre x carré plus y carré égale par exemple a au carré. Ici j'ai un cercle, mais c'est normal parce que j'ai dessiné dans le plan ici. Maintenant, si je vais dans l'espace, dans la feuille de travail de l'espace, je vais refaire la même chose. X carré plus y carré égale a carré. Vous voyez que suivant que je suis dans le plan ou dans l'espace, la même équation c'est pas la même chose. La même équation, c'est pas la même chose. C'est moi parce qu'on on est dans le plan, donc je suis dans l'espace de travail ici, si vous voulez. Là, si je dessine x carré plus y carré, ben, c'est un cercle, puisqu'on est dans le plan. On est exclusivement dans le plan. Maintenant, si je prends ceci, exclusivement, et je dessine x carré plus y carré, égale à carré, ben, j'ai un cylindre. Voilà, et donc, le mouvement hélicoïdal va se faire sur base de ça. Sur base de ça. Donc, si je prends un angle, puisque je vous ai dit que le mouvement hélicoïdal, ben, c'est une particule qui va subir une trajectoire qui est animée donc d'un mouvement hélicoïdal qui est de type circulaire. Lorsque se déplace bien sûr à la surface d'un cylindre, on a exclusivement à la surface d'un cylindre deux révolutions bien sûr en tournant autour de l'axe voilà. Alors l'axe de révolution, je vais le mettre. Hein. Donc c'est si je mets le point 0,05 et par exemple 0,00, voilà, l'axe de révolution c'est à droite AB. Voilà que vaut l'axe de révolution. Ça c'est l'axe de révolution du cylindre. C'est l'axe de révolution du cylindre. Donc, je répète, une particule P ou M, peu importe, un mobile P ou point P ou particule P ou point M, voilà, peu importe la dénomination, est dénommée donc d'un mouvement hélicoïdal de type circulaire lorsqu'elle se déplace à la surface d'un cylindre de révolution en tournant bien sûr autour de l'axe de révolution d'un angle donné qui est θ et qui est proportionnel bien sûr à la cote Z qu'elle parcourt parallèlement bien sûr à cet axe. C'est-à-dire qu'ici moi je vais créer, je reviens ici en 2D, je vais chercher un curseur en 2D qui est un angle. Ah, alors l'angle je vais le mettre ici, voilà, comme ça j'ai l'angle, et je vais mettre un point A qui est la surface du cylindre, A égale le rayon c'est A cosinus l'angle c'est θ. Bon, est-ce qu'il est passé le θ? Alors l'angle j'ai mis alpha, c'est alpha, je m'excuse, c'est alpha. Alors plus A sinus, vous reconnaissez les coordonnées cartésiennes en XY d'un vecteur U. D'un vecteur U, bien sûr, le vecteur U c'est un vecteur unitaire qui donne le rayon vecteur au M, au petit m est dans le plan OXY. Ça, vous reconnaissez ça. Et alors, maintenant, c'est surtout qu'il faut mettre la cote. Attention qu'il n'y a pas de plus, c'est une virgule. Ah, attention que si je mets A fois, sinon il va mettre arcsinus. Et là, je dois mettre A fois, sinon il va mettre arcosinus.
Et alors là, je vais mettre la cote. Alors la cote, pour l'instant, je vais mettre 3. Voilà. Alors, la cote, bien sûr, je vais chercher avec un point que je peux faire varier. Alors, je vais mettre ici, et je vais l'appeler le point M. Oui, oui, ici j'ai été mettre le 2. Bon, l'axe de révolution, la droite AB, c'est plus la droite AB, il l'a changé. Enfin bref, ça je retire. Dans le point M. Je vais faire varier. Le rayon, il ne doit pas varier, hein, je vous le dis tout de suite. Le rayon du cylindre, bon, je vais prendre un rayon par exemple comme ceci. Un rayon de 2. Là, je commençais en 0. Qu'est-ce qui va varier? L'angle va varier, parce que le point A, il doit tourner. Alors, le point A, vous voyez où il est? Il est là. Alors, pour le faire tourner, je vais faire tourner l'angle. Voilà, je vais faire tourner l'angle. Le pas, le M, il ne doit pas bouger, puisque c'est une constante. Bon, alors si je fais tourner ça, alors l'angle, bien sûr, il va faire plus qu'un tour. Hein. Je vais faire qu'un tour pour l'instant, en mettant le cylindre. Bien sûr, ici, je vais mettre une trace. Bon, je vais remettre là-bas. Petit instant. Dans ce point. Je vais mettre une trace au point A. Bon, là, on est sur un plan Z égale 1. Voilà, Z égale 1. Donc là, j'ai toujours un cercle. J'ai toujours un cercle. Maintenant, je vais le faire tourner. C'est normal. Voilà, c'est normal parce qu'en fait, je fais 360 degrés. Maintenant, je vais aller chercher 720 degrés. Qui est 2 fois 360. Donc il fera 2 fois le tour. Voilà, il fera 2 fois le tour. Maintenant, je vais mettre M égale 2. Et là, on est sur un plan Z égale 2. Voilà. Donc, pour le faire monter, le M doit varier. Il doit être... voilà, le M doit varier. Donc là, il faut que je recommence. Alors pour ça, je vais faire plusieurs tours, parce que bon, avec un tour, ça ne suffit pas.
Je vais mettre 3600, non, 7200 degrés. Voilà. Je vais commencer en 0. Alors le pas, il faut exclusivement. Là, il faut que je change le. Bon, c'est pas. Après, je vais changer le pas, hein, dans un petit instant. Voilà, on va commencer ici, au moins 5. Et alors, il faut que je fasse tourner les deux en même temps. À toute vitesse. Bon, pour ça, il faut que. Voilà, je prends les deux là. Alors, il faut que je fasse les deux en même temps. Alors ça va un peu trop vite. Je vais régler voilà, le pas en dessous. Ah, 0,15. L'angle, je vais aussi mettre un pas trop rapide. Et là, vous avez le mouvement hélicoïdal. Vous avez le mouvement hélicoïdal. Alors, j'aurais pu mettre aussi un mouvement qui tourne autour d'un cône. Hein. Autour d'un cône. Par des tangentes, mais bon, je prends une connerie. Trouver une surface conique avec un sommet qui est l'origine et qui est tangent à un paraboloïde circulaire, par exemple. Et faire tourner autour de, voilà, de la conique. Bon, pour avoir une conique, ce que je peux faire, c'est de faire varier le rayon. Ici, je vais maintenir le rayon. Non, pour avoir une conique, normalement, en faisant rayon, on a toujours des cylindres. Non. Bon, si je voulais faire tourner autour d'une conique, à ce moment-là, je mets l'équation d'une conique. Enfin, comment on appelle ça, ouais, d'un cône. D'un cône. Par exemple,
x carré plus y carré égale z carré, égale z carré, par exemple, égale z carré. Et là, je peux faire tourner autour du cône. Là, ici, ça ne m'intéresse pas parce que c'est un mouvement hélicoïdal. Donc, je vais le faire tourner autour de celui-là. Alors, ici, le rayon. Donc, je vais le faire tourner autour du cylindre. Et non pas autour du cône. Voilà, donc c'est sur base de ça que je me basais sur, pour le moment, bon, j'ai pas mis un grand pas, hein. Le pas, vous voyez qu'il est tout petit. Ici, le pas, il est tout petit. Alors ici, j'ai mis un plus grand pas. Bon, c'est-à-dire la vitesse du pas, je l'ai augmenté par rapport à la vitesse de rotation de l'angle alpha. Ici, attention, c'est pas ce que je voulais mettre. 1. Voilà. Ici, j'ai mis une vitesse de rotation pour le... Voilà. Enfin, j'ai mis une vitesse plus importante pour le M que pour le alpha. Donc on voit le pas qui augmente. Hein. Alors si je veux augmenter encore un peu plus,
j'augmente ici, je mets 1,5 voire 2, on va voir apparaître plus le pas. Ouais, le pas, il a pas. Dès le moment où vous augmentez la vitesse de M par rapport à la vitesse de alpha, j'ai mis 2 fois pour M, 0,35 pour alpha, ben, on voit le pas qui est beaucoup plus grand. Le pas apparaît beaucoup plus grand ici. Si je fais un zoom, on voit mieux. Vous voyez le pas? Le pas est beaucoup plus grand. Bien sûr, il faudrait commencer tous les deux en même temps. Et le pas ici, il est beaucoup plus grand. Mais il est constant le pas. Hein. Sauf quand il revient en arrière, bien sûr. Sinon, il ne doit pas revenir en arrière. Il doit être que dans un seul sens, pas revenir en arrière. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, si vous avez vu un petit peu le mouvement circulaire, enfin le mouvement, je m'excuse, hélicoïdal, c'est ça. Alors maintenant, on aurait pu le faire sur un cône. Hein. Bon, ici, je ne le fais pas sur un cône, je le fais sur un cylindre. Parce que c'est un mouvement d'hélice sur un cylindre, sur base d'un cylindre. Alors pour ça, bien sûr, il faut une cote qui est K, K fois θ. Donc il faut poser K fois θ. Vous reconnaissez l'angle, il me faut absolument un angle. Voilà, on va dire, il me faut une espèce de pas. Voilà. C'est-à-dire, pour une rotation d'un tour, la particule s'élève d'une longueur constante, c'est ça que je veux dire, qu'on appelle le pas. Voilà. Le pas, c'est généralement, on appelle ça, voilà, H, le H de l'hélice. Alors, que vaut H, le pas de l'hélice? Si j'écris K fois 2π, ici je pose ceci, hein. J'ai posé Z égale Kθ. Alors le pas c'est H, c'est K fois 2π. Donc que vaut le K? Ben, il vaut H sur 2π, H étant le pas. Ah, H, voilà. Alors si je travaille en coordonnées cylindriques d'un point M, alors bon, je vous rappelle que j'ai un cylindre. Donc je ne mets pas les vues cachées. S'il y a un point M ici, donc ici, si on démarre ici par exemple, on démarre ici, il va tourner. Alors là, il a fait un demi-tour jusqu'ici. Il va continuer à remonter. Là, il a fait un tour. Donc là, c'est le pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça doit rester constant. Le pas, donc le suivant, il doit être ici. Par contre, le suivant ici, c'est ça remonter d'un pas H. Donc, ça doit rester des bandes parallèles, hein, c'est ça que je veux dire. Ça doit rester des bandes parallèles. Et là, vous avez la formule du pas ici. K est égal à H. Enfin, le pas, c'est K fois 2π. Et K vaut H sur 2π. Et donc, si je mets en coordonnées, le tout, c'est de mettre un repère. Voilà, vous savez très bien que les repères sont fondamentaux. Voilà, donc ici, on a l'axe du cylindre. Bah, on va utiliser l'axe du cylindre, l'axe de révolution du cylindre, pour en faire un axe qui est l'axe des Z. Je vais dessiner. Bon, ici, je vais mettre une origine ici, O. Bien sûr, j'aurai mon axe des Z qui est ici, K. Alors bon, le plan qui est ici, qui est O, X, Y, ben, je vais en former, on va dire, un vecteur IJ. Comme ça, j'ai un axe IJK. Voilà. Mais le point P, s'il est là, enfin, je m'excuse, c'est un point M. Le point M, il sera associé à un vecteur qui est lié à l'origine unitaire, un vecteur unitaire P.
voilà, qui est un vecteur P comme ceci. Ou je peux décrire la vitesse. Bien sûr, il y aura une accélération qui lui sera perpendiculaire. Et l'accélération, voilà. Donc on a toujours un axe UP, si vous voulez. UP. Alors, le point M, s'il était là, par exemple, le point M, si le point M était là, si je fais une projection, j'aurai petit m, là on aura le U, le vecteur U qui est là-bas. Donc vous allez avoir U, le point M, qui est une projection d'un point, là il s'appelle P, là il s'appelle M, voilà, là c'est petit m, c'est la projection. Il y a une situation bien définie, une situation, voilà, un endroit bien précis, on peut faire sa projection à tout endroit. S'il était là, sa projection serait ici, petit m'. Donc ce qui veut dire qu'on a toujours eu un vecteur directeur qui est U. Alors on a, par rapport à l'origine, on a un vecteur OM, qui est un vecteur, on va dire un rayon vecteur, OM, est égal à le rayon vecteur ρ fois U. Ρ fois U. Ça c'est dans le plan XY. Hein. On est dans le plan ici. Donc on a projeté dans le plan XY pour avoir petit m. Et donc là où est le vecteur, le point M, ben là je peux aller chercher un vecteur vitesse et un vecteur accélération. La vitesse sera tangente, l'accélération sera perpendiculaire. Donc, j'aurai le tout, c'est de savoir bien dessiner correctement pour voir les choses. Hein, c'est surtout ça. Pour les équations, bon, il n'y a rien de difficile là-dessus. On va se baser sur le MCU, voir le MCUA, suivant qu'on a un mouvement hélicoïdal avec accélération ou sans accélération. Donc je vous ai dit qu'ici un repère K, I, J. Et J, c'est le plan OXY, qui est un plan alpha. Voilà. Alors, supposons que le point soit ici, P, enfin, ou M. M, je le projette sur le plan, et j'aurai petit m. Et là, on aura le vecteur OM. Mais le vecteur OM, on lui adjoint un vecteur U, un vecteur unitaire U. Voilà, c'est une radiale, si vous voulez, c'est une radiale. Je vais chercher une radiale. Donc, ça veut dire que OM est égal à rho U. Voilà. Alors, et alors, quand vous avez une radiale, vous avez toujours une orthoradiale qui est P. Mais cette orthoradiale, elle est liée à l'origine. Vous pouvez lier à M. Mais si elle est liée à M, elle est tangente au point M. Et donc, ce sera utile pour les vitesses. Les vitesses sont tangentes. Une dérivée première, c'est une tangente. Voilà, maintenant, les accélérations seront orthoradiales à P. Et donc seront dans le sens contraire de U, par exemple. Dans le sens contraire de U. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Que vaut le vecteur? Alors, on situe toujours par rapport à l'origine. Hein. On situe toujours par rapport à l'origine. Donc, l'origine, c'est ceci. Et on aura le vecteur, la position du point M par rapport à l'origine O. Et donc, c'est par là que tout va découler. Donc, on a ρ U plus Z fois K. Bon, vous reconnaissez un petit peu voilà, des choses que j'avais vues auparavant.
En tout cas, vectoriellement, ça s'écrit comme ceci. Bon, alors, je vous rappelle que ρ, c'était... ici, c'est le rayon, R, puisque c'était un cercle. R cosinus θ plus I plus R sinus θ J, vous reconnaissez ce qu'on retrouve dans un MCU ou un MCUA. Vous êtes familier avec ça, sans aucun problème. Bah, le problème, c'est le ZK. Mais le ZK, je l'ai défini, c'est par rapport au pas. Voilà, j'ai dit que le Z, c'était K fois θ. Alors ici, c'est pas le K vecteur. Hein, K est différent de ceci. Hein. Voilà, ce K-là, c'est différent du vecteur voilà, qui est ici. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une proportionnalité. J'aurais dû mettre bêta ou quelque chose comme ça. Voilà. Bêta fois θ. Bêta fois θ. Mais ici, j'ai mis K fois θ. Donc, ici, le K, il vaut H sur 2pi. Bon, mais ça, vous aurez compris que c'est pour un tour. Hein. C'est pour un tour. Parce que pour θ tour, c'est K est égal à H sur 2pi fois θ. Voilà pour θ tour. Bien sûr, là, c'est pour θ tour. Ça, c'est pour celui-ci, c'est pour un tour. Donc, le Z, vous reconnaissez, le Z, il vaut K fois θ. Donc, attention que ça, c'est K fois θ. Si on veut rester cohérent, il faut que je multiplie par θ de part et d'autre. Et donc, là, on obtient bien notre Z. Z est égal à K fois θ. Bon. Et donc, c'est à partir de là que tout va démarrer. Donc, plus ZK. Et je reprends ceci. Et je vais démarrer. Tout va démarrer d'ici. Ah, il suffit de savoir faire ça. Et puis après, tout va partir. Je veux dire... OM est égal à... Donc, le ρ, c'est le rayon du cercle. Cos θ, I plus R sinus θ J plus Z fois K. Voilà. Ça, je suis dans le plan IJK. Enfin, dans le repère OIJK. Avec ce qui importe ici, bien sûr qu'on a un mouvement circulaire. Donc, on retrouve R cosinus θ I plus R sinus θ. Mais il y a une hauteur qui va apparaître. Et c'est... Voilà... c'est ça qui va faire le mouvement hélicoïdal, c'est le cercle combiné avec une montée voilà, d'une valeur constante. Alors le Z, je viens de vous dire que c'était K fois θ, qui n'a rien à voir avec le K ici, n'a rien à voir, est différent de ce cas-là, ça n'a rien à voir, c'est l'un et l'autre. Voilà. Donc si j'écris c'est R cos θ I plus R sinus θ J plus K fait θ, je viens de voir que c'était H θ sur 2pi. H θ sur 2pi, le tout, fois K. Voilà. Et à partir de ça, bah, j'ai le vecteur position. Voilà le vecteur position. Donc je sais trouver la vitesse. Donc je vais dériver par rapport au temps. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour trouver la vitesse. Donc la vitesse, on a au point M à l'instant T. Bien sûr ici c'est OM de T. Pour l'instant, bon, bien sûr le temps n'apparaît pas. Bon, je pourrais partir par autre chose. Alors ici, on sait bien que c'est
OM à l'instant T, c'est R fois U. Alors vous reconnaissez petit OM, c'est R fois U, plus Hθ sur 2pi de tout fois K. Maintenant, je vais dériver par rapport au... Pour avoir la vitesse au point M à l'instant T, je vais dériver au M par rapport à T, donc j'aurai dérivé par rapport au temps de R U plus H. Je ne sais pas pourquoi je mets un K. H θ sur 2pi, le tout fois K. Donc la vitesse au point M à l'instant T, qui est tangente bien sûr au point M, je vous l'ai dit. Hein. On trouve ici, c'est une tangente. La vitesse sera tangente voilà, au point M, à la courbe, qui est l'hélice. Le rayon étant constant, on aura du sur dt. Plus, alors ici, le pas il est constant. Sur 2pi, c'est constant. Le k aussi, vecteur k, il est constant. Donc on aura h sur 2pi, dθ sur dt fois k. Parce que je ne vais pas dériver le dk parce qu'il est constant, le vecteur k. Il ne varie pas. Ce qui va varier en direction, je vous rappelle, c'est voilà, c'est le vecteur vitesse et accélération en direction, il varie. Donc en fait, c'est le vecteur qui le soutient, c'est-à-dire le vecteur P, et le vecteur U. UP varie. Si vous tournez, ben, on aura le P, voilà. UP vont varier, hein, je veux dire, suivant la direction de... Voilà, le seul qui ne va pas varier, c'est K. On va dire ça comme ça. Donc il varie en direction, mais pas en norme, parce que la norme, c'est des vecteurs unitaires. Suivant la position de P, UP suit UP suit, U suit tout d'abord, puisqu'on a, si je prends un point M, j'obtiens petit m, là j'ai le rayon vecteur U, mais si le point M il est là-bas, le point M il sera là-bas, donc le vecteur U il va changer de direction, il sera là-bas. Et donc, comme P est perpendiculaire à U, ben, on va retrouver un vecteur perpendiculaire à U qui est comme ceci. Donc, on va se dire que bon, UP varie en direction. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, la dérivée de U, c'est la dérivée d'un vecteur unitaire qui est variable ici, en fonction du temps, il est variable, hein, parce que suivant la position du point M, ben, le vecteur U varie, et donc le vecteur V varie. U varie, et donc P varie. Et la dérivée de U par rapport à T, alors θ varie en fonction du temps, hein, je vous rappelle. Donc on aura U, je vous rappelle que c'est cosinus θ I plus sinus θ J. Et si vous dérivez ça, dérivez de O, ouais, il faut faire des petits rappels, sinon, sinon ça risque d'être un petit peu embêtant pour certains pour comprendre ça. Donc je vous rappelle que on a un vecteur U, P, K donné par une matrice cos θ, sinus θ, 0, moins sinus θ. La dérivée de, alors le U, c'est cos θ I plus J sinus θ, J sinus θ. Alors si je dérive U par rapport à θ, attention, par rapport à θ, non pas par rapport au temps, par rapport à θ, attention ici c'est par rapport à θ, dérivée de U
par rapport à θ. Dérivée de cos c'est moins sin θ i plus dérivée de sin c'est cos j cos θ. Voilà. Et donc vous allez avoir cosinus θ 0. Alors ça je vous rappelle que c'est P. Dérivée de U c'est P. La dérivée de U c'est P. Mais attention qu'il faut dériver aussi le θ. Hein. Il faut dériver aussi le θ. Donc quelque part ici vous allez avoir dθ sur dt pour celui-là. Et pour celui-ci, vous allez aussi avoir dθ sur dt. Hey, attention qu'ici, je dérive pas par rapport à t. Je m'excuse. J'ai rien dit. Je dérive par rapport à θ, je m'excuse. Moins sinus θ i plus cosinus, voilà, ça c'est P. Là, vous avez P. Et le K, bien sûr, c'est K, ça reste K. Et là, vous avez JK. Alors, si vous voulez JK par rapport à UPK, ben, il faut aller chercher juste comme on a une matrice orthogonale. On va rechercher juste la matrice transposée. Hein. Il suffit juste de transposer la matrice. Donc vous allez avoir cos θ. On aura toujours notre 1 ici. Par contre, on va retrouver moins sin θ. Sin θ. Voilà, bien sûr, θ. Cos θ. 0, 0, 0, 0. Par rapport à UPK. Bon, comme c'est une matrice orthogonale, il est facile de trouver son inverse. UPK. Alors maintenant, si vous faites la dérivée par rapport au temps, si je fais du sur dt, du sur dt, là, je vais faire intervenir du sur dθ, voilà, fois dθ sur dt. Ouais. Donc là apparaît un dθ sur dt. Donc en fait, dérivée de u par rapport à θ, c'est p dθ sur dt. Voilà pourquoi ici, dans ce cas-ci, on aura r du, c'est r p dθ sur dt. On va dire ça comme ça. Alors bien sûr, plus h sur 2pi, on retrouve notre dθ sur dt fois k. Voilà que vaut le vecteur vitesse au point M, voilà, qui est fonction du vecteur P et du vecteur K. Donc ce qui veut dire que là, vous voyez qu'on a deux vitesses. Hein. C'est tout simple. On a deux vitesses qui apparaissent. Alors, je vous rappelle que U, c'est radial, c'est une composante radiale. Par rapport au rayon vecteur OM, c'est ρ fois... enfin, je m'excuse, je me suis trompé. C'est pas ça. C'est petit OM, c'est ρ fois U. On est dans le plan OXY, hein, je vous rappelle. OM fois U. Alors, avec ρ qui vaut, ici, dans ce cas-ci, c'est un cercle. Donc, on a OM est égal à R fois U. Voilà. Et donc, là, on a une vitesse. Alors, je rappelle qu'ici, ça, c'est la radiale. U, c'est une composante radiale. P, c'est une composante orthoradiale. Et Z, c'est une composante suivant la cote. La cote, c'est-à-dire suivant les Z. Bon, et donc, ça, vous voyez qu'il y a deux vitesses ici. Il y a la vitesse suivant P, c'est-à-dire suivant l'orthoradial. J'ai une vitesse, on va dire, suivant P, qui est une vitesse de rotation orthoradiale, vitesse de rotation, plus une vitesse, ici, suivant K. Alors, vitesse suivant K, c'est une vitesse de translation. C'est une vitesse de translation. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a R dθ sur dt.
qui est une vitesse fois P, voilà, plus, voilà, ceci, H étant constant, 2pi étant constant, on a une constante que H. Alors si je dis que H sur 2pi, bon, je vais le garder H sur 2pi, j'aurais pu mettre une constante, mais je vais le garder comme ça. H sur 2pi fois un facteur oméga, qui est une vitesse de rotation, K. Alors, ici, bien sûr, vous retrouvez R oméga P plus H sur 2pi. C'est une vitesse de translation ici. Oméga K. Donc on a une vitesse de translation, une vitesse de rotation. Donc ça c'est pour la vitesse. Il y a deux composantes. Il y a une translation en mouvement circulaire. Vous reconnaissez R oméga, qui est une vitesse de rotation que j'appelle V. R oméga c'est V. V fois P plus H sur 2pi qui est constant, H étant le pas, fois oméga bien sûr suivant l'axe des K. Donc vous voyez qu'il y a deux composantes de vitesse, hein, vitesse de rotation et une vitesse de translation. C'est ça qui fait justement le mouvement de l'hélice. Et donc, vous aurez compris qu'il y en a une qui est suivant P, c'est-à-dire P, c'est suivant la tangente à l'hélice. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, on va aller voir ça tout de suite. P, c'est suivant. Bon, bien sûr, P. Bon, je vais refaire le dessin, c'est pas un problème. Voilà mon cylindre. Bon, je l'ai mal fait, mais je suis toujours en train de faire des mauvais cylindres, je sais pas pourquoi. Bon, je vais refaire une copie. Les parties non vues sont à l'arrière ici. L'axe de rotation, il passe par voilà, le centre les deux centres, le centre du cercle supérieur et le centre du cercle inférieur. Je vais chercher un axe de rotation. Voilà, voilà O'. Voilà. À partir de là, je crée une base IJK, J dans le plan OXY, voilà, et le vecteur de base K. Alors, bien sûr, ça va tourner. Ici, il va tourner. Voilà. Et là, il a fait un tour. Et donc là, le pas, je l'ai. Il est là. C'est la distance ici. Et il fera toujours la même distance comme ceci en translation. Sauf si vous modifiez le pas. Ça, c'est évident. Hein. Si vous modifiez le pas, vous allez changer. La translation ne sera plus la même. Soit vous allez aller plus vite en translation ou moins vite en translation. Alors, ici, si je prends un point, donc j'ai dit que le vecteur, si je prends un point M, je le projette, M, là j'ai le vecteur OM, alors j'ai un vecteur U, et le vecteur U, le vecteur P est perpendiculaire au vecteur U. Mais ce vecteur U peut se positionner ici sur M, et en fait il sera tangente. Il faudrait la composante tangentielle de la vitesse, voilà, qui est la vecteur vitesse de rotation. Et alors, bien sûr, après, il y aura une orthoradiale. Il y aura une composante suivant K. Et ça, c'est la vitesse de translation. Voilà, suivant K. Qui est la vitesse de translation. Et puis, il y aura une accélération orthoradiale après. Vous allez voir, suivant U.
Bien sûr, suivant l'opposé de U, parce que U il va comme ça. Vous voyez bien qu'ici, si je fais un zoom de celui-ci, U il va par là, mais l'accélération va aller dans le sens contraire de U, donc on aura bien sûr une composante en moins U. Normalement, on doit avoir une composante en moins U. Mais ça, je le verrai après. Tout d'abord, je vais mettre les vitesses ici. Donc, la vitesse au point M, elle vaut une vitesse de rotation plus une vitesse de translation. La vitesse de rotation, elle est suivant. Ouais, attention qu'ici c'est P. C'est P, c'est pas U. C'est P. Je m'excuse parce que ça c'est le vecteur P. Le vecteur P il est là. Donc ça c'est le vecteur P. 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 Simplement là il est placé en M. Là il est placé en O. Donc la vitesse de rotation, ben, elle est tangente à la courbe au point M. La courbe c'est une hélice. Voilà. Donc on aura une composante en M et la translation une composante en K. Donc vous allez avoir une composante en P, voilà, et une en K. Voilà. Maintenant le tout c'est, ici vous avez V. V je vous rappelle que c'est oméga R parce que c'est un mouvement circulaire on va dire. Et là ça dépend du pas. Ben, c'est H sur 2 pi, voilà, fois oméga. Puisqu'oméga c'est dθ sur dt. Voilà, maintenant, ça c'est pour les vitesses. C'est l'étude des vitesses. Donc, la vitesse dans un mouvement hélicoïdal se décompose en une vitesse de rotation et une vitesse de translation. C'est ce qu'il faut savoir. On a toujours une vitesse de translation, de rotation et de translation. Ça, c'est dans le mouvement hélicoïdal. Maintenant, je vais voir les accélérations. Et l'accélération, il suffit de dériver la vitesse tout simplement. Et dériver, ça ramène des perpendiculaires, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je sais bien que j'aurai un moins U. Puisqu'on a P, bah on aura moins U. Voilà. Alors, je vais partir de la vitesse au point M, vitesse instantanée au point M, qui est une vitesse de rotation plus une vitesse de translation. La vitesse de rotation, c'est R fois P plus H sur 2pi oméga. Alors, oméga, je vous rappelle que c'est dθ sur dt. Fois K. Alors, là, on a oméga. Tous ceux qui ici, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué R, c'est V. C'est une vitesse de rotation. C'est une vitesse de rotation. Donc, ici, là, en mètres, mètres par seconde. Là, elle est en radians par seconde ou en tours par minute. Et donc, on aura oméga R fois P plus H 2pi dθ sur dt fois K. Ça, c'est la vitesse au point M que je vais dériver par rapport au temps. Alors, P est un vecteur variable, K est un vecteur constant, je vous rappelle. P est variable en direction, pas en intensité, parce que son intensité vaut 1, je vous l'ai déjà dit. Donc là, on aura l'accélération au point M. L'accélération au point M. On aura l'accélération au point M. Si je dérive, bien sûr, par rapport ceci par rapport au temps. Donc c'est ce que je vais faire dans un petit instant. Je vais dériver par rapport au temps ceci. Toujours mettre son vecteur. Ici c'est H qui a été coupé. Voilà, là c'est dθ sur dt. Eh bien, on va dériver ceci par rapport au temps. Voilà, donc ce qui fait, alors je rappelle ici aussi que oméga c'est dθ sur dt. Et donc j'aurai, alors le rayon il est constant, par contre P il est variable. Donc j'aurai R dθ, R d carré θ sur dt carré.
fois P plus... alors, dérivé du rayon, ça fait 0. Normalement, ça va induire 3 termes, mais il y en a un qui vaudra 0, parce que dérivé du rayon, ça fait 0. Alors, on aura dθ sur dt, R fois la dérivée de P par rapport au temps, plus... Et l'autre, bon... celui-ci, il est constant, c'est pas un problème. Sur du signe... Le K, il est constant aussi, donc il suffit de dériver dθ sur dt. Voilà, et ça, vous avez l'accélération ici. Instantanée, bien sûr, à l'instant t. Alors là, vous reconnaissez la dérivée seconde dθ par rapport à p. Donc on a d carré θ sur dt. Sur dt carré. Fois p. Alors, le suivant, c'est r dθ sur dt. Dérivée de p, c'est moins u. Plus, alors ça, vous pouvez le faire. Hein. Bon, vous faites comme tout à l'heure. Vous allez chercher le u, il vaut sin θ i plus cos θ j. Voilà. Le p, il vaut moins sin θ i. Dérivé, non, j'aurais dit sin cos moins cos sin. Voilà. Alors, si je dérive le P par rapport à θ, je bien dit par rapport à θ, j'aurai dérivé de cos, c'est moins sin, donc on aura sin i, dérivé de sin, c'est cos θ, j. Donc vous voyez qu'on retrouve cos, dérivé de cos. Dérivé de P, dérivé de cos c'est moins sin, sin θ. Je vais le faire sur une page à part. Donc, je vous rappelle, U, P, K, I, J, K, la matrice de transformation, pour passer... C'est une matrice de rotation, je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est une rotation. On fait une rotation entre les deux, sauf K qui ne bouge pas. K ne bouge pas. On fait une rotation voilà, de IJ vers UP. Donc, on a sin θ I, je m'excuse, il n'y a pas de I ici, puisque voilà, il est repris dans la seconde matrice multiplicative. Cos θ 0 moins sin θ non, c'est pas ça cette matrice, c'est pas ça, c'est cos θ sinus θ, dérivé de cos c'est moins sin, dérivé de sin c'est cos θ, 0, 0, 0, 1, voilà. Et donc là vous avez U est égal à cos θ I plus sinus θ J, voilà, et P c'est moins sinus θ I plus cos θ, dérivé de sin,
Ouais, cos θ, J. Alors ici on demande de dériver dp par rapport à θ, par rapport à dt, ben, c'est dp sur dθ fois dθ sur dt. Ouais. Donc il faut déjà dériver celui-ci. Alors si je dérive p par rapport à θ, moins dérivé de sin dérivé de sin, c'est cos, mais il y a un moins, hein. Donc je remettre, dérivé de cos, c'est moins sin θj, donc ça fait bien moins cos θi plus j sinus θj, ce qui veut dire qu'on a moins u. Alors n'oubliez pas que dp sur dt, ben, c'est dp sur dθ fois dθ sur dt. Mais celui-ci, je viens de le faire, ça donne moins u. Mais n'oublie pas qu'il y a dθ sur dt, donc c'est moins u dθ sur dt. Voilà. Donc là, il suffit d'aller rechercher ceci. Je reviens en arrière. Voilà, moins u fois dθ sur dt. Voilà la dérivée de dp sur dθ. Bon. Ensuite, on se retrouve avec h sur 2pi qui est constant. Là, on a dérivée seconde par rapport à θ sur dt carré fois le k. Et voilà l'accélération à l'instant t. Maintenant, je vais remettre un petit peu d'ordre, juste ça. Je vais remettre en UPK, bien sûr. Hein. En UPK. L'accélération suivant m à l'instant t est égale à... Alors, dθ fois, sur dt fois dθ sur dt, c'est r dθ sur dt au carré fois u. Vous voyez qu'il est dans le sens contraire de u, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Le sens contraire de u, plus r d carré θ sur dt carré fois p, plus h sur 2pi. Alors là, vous reconnaissez une accélération oméga prime. On va dire ça comme ça. Donc ce qui fait moins r oméga carré u plus r oméga prime p plus h de pi oméga prime k. Et donc là, on a bon, je vais résumer un petit peu. Je vais résumer un petit peu. Au niveau des vitesses, on a une vitesse de translation plus une vitesse de rotation. Voilà. Petit instant, je vais redessiner la chose. Alors, supposons, donc ici on a l'axe, là on a le point O, I, J, K. Voilà.
on a, si je prends un point M de la courbe, voilà, supposons que le point M soit ici, là, le vecteur soit là, là on a un vecteur U. On a un vecteur U. Et le petit m, il est là-bas. Projection dans le plan OXY. Petit m, c'est la projection de grand M dans le plan OXY. Dans le plan OJ. Le vecteur P, il est perpendiculaire à U. Et là, on a une vitesse suivant P et une vitesse suivant K. Voilà. C'est-à-dire que les vitesses, au point M, on aura à l'instant T, bien sûr, on aura une vitesse de rotation. Vitesse de rotation, je rappelle que c'est oméga R fois le vecteur P qui est là, voilà, vecteur P, qui est là-bas aussi, hein, sur O, voilà, qui est unitaire, plus un vecteur, ça c'est au niveau rotation, et au niveau translation, on a, il faudra tenir compte de H sur 2pi fois, on va dire, la vitesse angulaire. Bien sûr, suivant le vecteur K. Et ça, c'est voilà, la partie translation. Et ça, c'est pour la vitesse. Maintenant, au niveau accélération. Au niveau accélération, il y a 3 accélérations. Il y en a une suivant U, suivant P, suivant K. Alors, suivant U, c'est l'accélération. Alors, je vous rappelle que c'est moins U. Hein. Moins U, vous pouvez mettre, c'est un vecteur, vous pouvez mettre un vecteur contraire à U pour avoir du positif. C'est-à-dire, vous pouvez mettre, là, vous avez OM, U, il est là. Voilà, j'agrandis la zone ici, hein, je l'agrandis. Vous avez OM, voilà, vecteur OM, R fois U, c'est OM, mais vous pouvez mettre ici, si vous mettez moins U, vous pouvez mettre un vecteur qui est normal. C'est un vecteur normal. C'est à partir de là, vous mettez un vecteur voilà, normal comme ceci, qui vaut l'opposé de U. Donc ce qui veut dire qu'ici, vous pouvez mettre N. Celui-ci, je vais mettre N. C'est R oméga carré N. Et vous reconnaissez, voilà, dans le mouvement circulaire, on a ça. Hein. Donc si j'écris l'accélération, ici on a une accélération qui sera normale. Donc dans le sens intérieur. Dans le sens intérieur. On a une accélération dans le sens intérieur. Suivant la normale. Alors cette accélération, c'est l'accélération normale, qui vaut oméga carré R. Donc j'ai une accélération normale. C'est l'accélération normale. AN. Alors, l'accélération point M, bon, il y a d'abord une partie d'accélération normale. Voilà, suivant N. Mais il y en a encore deux autres. Puisqu'on a une accélération suivant P. Mais suivant P, c'est une tangentielle. Alors, si je mets le vecteur U, le vecteur P au point M, on a voilà, c'est une tangentielle. Je peux mettre un vecteur P confondu avec T. Voilà. Là, on aura notre accélération qui est tangentielle. Donc, on a une accélération normale plus une accélération tangentielle. Et bien sûr, vous aurez une accélération de translation. Hein. On a une accélération de translation. Voilà. C'est ce qui est normal parce qu'on a,
un mouvement circulaire avec une translation. Et donc après, je vais faire voilà, ce qu'on retrouve dans un cercle, dans un mouvement circulaire, ce qu'on retrouve dans un mouvement hélicoïdal. Dans l'hélicoïdal, vous reconnaissez ici, ça c'est V carré sur R aussi. Hein. Voilà, c'est V carré sur R. Qui est aussi V fois oméga aussi. C'est V fois oméga. Alors, l'accélération tangentielle, mais la même que dans un cercle, c'est R oméga prime. R oméga prime. Bien sûr, fois vecteur tangentiel. Et puis, vous avez la dernière accélération qui est de translation. Et là, c'est H sur 2pi oméga prime. Donc, le nouveau facteur qui intervient ici, c'est H sur 2 prime fois oméga prime, mais suivant, attention, c'est suivant vecteur K. Voilà, donc ici, vous voyez qu'on a une vitesse de rotation, une vitesse de translation, et on a au niveau des accélérations, 3 accélérations, qui est une accélération normale de translation, une accélération de translation. Donc on en a une suivant K. On en a une suivant K. Okay, il y a un vecteur K qui... Donc il y aura 3 accélérations, une comme ceci, tangente, une normale, voilà, et une de translation. Translation, c'est suivant K, tangentielle, c'est suivant P ou T, et là, et l'autre, c'est suivant la normale ou vers moins U. Voilà, accélération normale, accélération de translation et accélération voilà, tangentielle. Alors que les vitesses, vous en avez deux. Vous avez deux. Donc 3 accélérations et 2 vitesses. Alors maintenant, quand est-ce qu'il sera, on aura un mouvement hélicoïdal uniforme. Quand est-ce qu'il sera uniforme? Eh bien, on aura un mouvement uniforme si mouvement hélicoïdal uniforme, MHU, un MHU, dans les conditions suivantes, si on a θ égale θ0 plus oméga t, voilà, θ, voilà, plus oméga t. Donc c'est-à-dire qu'on a un MCU. Un MCU. Avec une translation, bien sûr. Hein. C'est un espèce d'MCU, on va dire. Voilà, c'est un espèce d'MCU. Alors, avant toute chose, oui, donc ce que je voulais dire, on a un MHU quand on a θ égale θ0 plus oméga t. Et donc à ce moment-là, je vous rappelle quand même la cinématique en MCU. Dans un MCU, puis MCUA, la vitesse, elle vaut oméga R. La vitesse, elle vaut oméga R. Voilà.
la vitesse vaut oméga r. Et l'accélération, attention que ça c'est en module, hein. On n'a pas d'accélération centripète ou centrifuge. On a juste une vitesse qui est tangentielle, qui vaut oméga r, oméga rt. Donc si vous voulez, l'accélération normale, elle est nulle. Alors, l'accélération au point M, ben, on aura une accélération centripète, oméga r, oméga carré r, ou v carré sur r, fois la tangente. Non, je m'excuse, je suis voilà la normale. Hein. Je suis voilà la normale, puisqu'elle est centripète, plus une accélération tangentielle qui est nulle. Il n'y a pas d'accélération tangentielle en MCU. Voilà, ça c'est en MCU. Alors, au niveau des vitesses, il ne faut pas s'y perdre non plus. Hein, parce que bon, il y a différents types d'appellations des vitesses. Si je prends par exemple oméga, V c'est la vitesse circonférentielle. Elle est donnée en mètres par seconde. On a oméga qui est la vitesse dθ sur dt. Vitesse, ça c'est la vitesse angulaire. C'est la vitesse angulaire. Alors, l'accélération tangentielle pour le MCU, on n'en a pas. Elle vaut 0. Et l'accélération normale, ben, elle vaut V carré sur R. Donc, V carré sur R, ou oméga carré R, ou encore oméga fois V, en module, ça c'est en module, hein, c'est l'accélération normale. Donc il n'y a un seul type d'accélération quand on est en MCU. C'est la normale. Voilà, c'est une accélération normale. Alors on peut mettre aussi un vecteur de rotation, je vous rappelle. Hein, un vecteur de rotation qui est voilà, donné par oméga. Oméga est égal à oméga fois k. Je rappelle qu'on peut travailler avec un vecteur de rotation. Alors je vous rappelle, ici on est en MCU. Ceci c'est constant. Ceci ça vaut 0. Bon, ça vaut 0. Et ceci, tout est constant. Ici tout est constant. En MCU, tout est constant. Alors, donc ici, si je regarde bien ceci, vous reconnaissez. Oui, bon maintenant, en MCU-A, si je fais la même chose en MCU-A, on a une vitesse qui est toujours nulle suivant la normale, mais on a une vitesse
oméga de t fois r. Là, c'est variable ici. Hein. Attention que c'est variable. C'est oméga de t fois r. Donc ici, on aura les équations R qui est θ égale θ0 plus oméga 0t plus oméga prime t carré sur 2. Voilà, ça c'est les équations. Alors que dans les MCU, θ égale oméga t plus θ0. Voilà. Avec oméga qui est constant. Ici, on aura ceci, mais en plus de ça, oméga prime égale constante, et la vitesse, c'est oméga 0 plus oméga prime t. Et donc là, on a toujours, en SCUA, on aura toujours une accélération, enfin une vitesse nulle, qui est la vitesse normale, elle est toujours nulle. Et ça, bien sûr, c'est donné par rapport à la tangente. Ça, c'est la vitesse v. Voilà. Maintenant, pour les accélérations, au point M, vitesse au point M à l'instant t, l'accélération instantanée, on aura toujours une normale. Et là, l'accélération, elle est différente de 0, là. La tangentielle est différente de 0, alors qu'en MCU, l'accélération tangentielle, elle est nulle. Ici, on a une accélération tangentielle. Alors ici, elle vaut toujours oméga carré R ou V carré sur R, mais le tout, ça, c'est variable. Hein. Les deux là sont variables, puisque oméga varie. Oméga, vous voyez que c'est oméga 0 plus oméga prime t, dépendant de oméga prime. Hein. Enfin, il est dépendant du temps. Il est dépendant du temps. Oméga prime étant constant. Oméga, c'est oméga de t ici. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est oméga carré de t. Et oméga varie en fonction du temps, donc oméga carré va dépendre aussi du temps. Donc, tout ça, c'est variable. Contrairement au MCU, c'est constant, puisque oméga est constant. Et l'accélération, on va dire, tangentielle, elle vaut R oméga prime, mais R oméga prime de t. Alors, oméga prime, il est comment? Dθ sur dt, il est constant. Hein. Donc, ici, l'accélération tangentielle, il n'y en a pas. Voilà. Et R oméga prime, ben là, il est constant. L'accélération tangentielle est constante. Voilà, donc l'accélération tangentielle est constante. Parce que oméga prime étant constant, oméga étant constant. Alors, maintenant, si je reprends ceci ici, si vous voyez, bon, observez ceci, vous observez celui-là, et maintenant, il suffit d'aller voir, de comparer avec celui-ci. Alors, tout dépend si on a un MCU ou un MCUA. Mais en tout cas, on dira que on a un MHU quand θ égale θ0 plus oméga t. C'est-à-dire qu'on a ici, la vitesse c'est un MCU. Hein.
vitesse est un MCU. Donc on aura un MHU quand on a un MCU. Alors, un MHU, un MCU, mais en plus de ça, ici, je rappelle que la vitesse de translation est constante, hein, par définition du pas. Là, on a un pas qui est H. Donc, si on en MHU, mais celui-ci, la vitesse angulaire, oméga r, il est constant, avec θ qui est égal à θ0 plus oméga t. Voilà. Et donc, à ce moment, on a deux constantes. Hein. On a une vitesse Vm qui est constante. Dans un MHU, la vitesse V, elle est constante. Hein. Alors, la distance, la vitesse V, au point M, elle est dépendante de P et de K. PK. Alors, K, il est comme ceci. Et P, c'est une tangentielle. Oui, une tangentielle. Donc vous voyez que vous allez avoir deux vitesses dépendantes, veut dire l'une de P et l'autre de K. Une vitesse suivant P et une vitesse suivant K. Donc la vitesse Vm, si une qui dépend de P, elle est comme ceci. Ça c'est le point M bien sûr. Hein. Par exemple, une vitesse suivant P qui est la vitesse de rotation, ou suivant la tangente, hein, on va dire suivant la tangente, vitesse tangentielle, et une vitesse suivant K. Bon, et la vitesse suivant M, mais c'est une composition des deux. Voilà, la vitesse suivant M est une composition des deux. Donc on aura une vitesse composante de 2. Par contre ici, l'accélération, il y en aura 3. Une qui dépend suivant la tangente, une suivant le K, qui est la translation, et une suivant la normale. Et donc vous devez aller chercher 3 vitesses là, 3 accélérations pour former. Donc il y en a une qui fera ça par exemple, l'autre elle fera ceci, et l'autre elle fera ça. Donc il faudra aller chercher les 3 accélérations pour trouver où est l'accélération. Par exemple ici dans ce cas-ci, j'aurai ça, et puis ces deux-là, on en est ceci. Donc l'accélération dans ce cas-ci serait une accélération comme ceci. Accélération au point M. Voilà, pourquoi? Parce que vous devez chercher une accélération de translation, une accélération de normale, enfin une accélération de tangentielle, une accélération normale et une accélération de translation. Donc c'est 3 composantes hein, de l'accélération, alors que la vitesse c'est 2 composantes. Donc en hélicoïdal, alors si vous retirez le K, vous avez un mouvement circulaire. Hein. Voilà, si vous enlevez ce fameux K, vous avez un mouvement circulaire. Point. On retrouve un mouvement circulaire, soit un mouvement circulaire uniforme ou un mouvement circulaire uniformément accéléré, suivant que oméga, voilà, oméga prime est constante. Là, vous avez un MCUA. Mais si maintenant oméga prime, l'accélération est nulle, vous avez un mouvement voilà, circulaire uniforme. Donc voilà. Donc oméga prime constant, MCUA, oméga prime égale 0, MCU, on n'a pas d'accélération. Et donc pas d'accélération, ça veut dire que la vitesse est constante. Ça veut dire, là, ça équivaut à dire que oméga égale constante. Mais ici, moi, je ne vois pas le... Voilà, on retombe sur les mouvements circulaires si voilà, il n'y a pas de K. Il n'y a pas de composante K qui évolue. Pas de composante K. Mais ici, il y a une composante évolutive qui est K. Donc, vous voyez que c'est la composition d'un mouvement circulaire, qu'il soit uniforme ou pas, ou accéléré, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, il y a une composante, on va dire, de translation. Donc, dans une
mouvement circulaire, on a une seule vitesse, c'est la vitesse de rotation. On n'a pas de vitesse normale. On n'a pas de vitesse normale. On a juste une vitesse tangentielle qui est la vitesse de rotation. Voilà, V. Voilà. Mais là, on associe en plus une vitesse de translation parce que ça monte. Bon, ça monte ou ça descend, peu importe, on s'en fout de ça. Mais en tout cas, il y a une vitesse de translation. Maintenant, pour les accélérations, c'est la même chose. En NMCU, on n'a qu'une seule accélération, qui est l'accélération, on va dire, normale. On n'a pas de tangentielle en MCU. Mais en MCU, on a deux accélérations. On a la centripète, qui est la normale, et la tangentielle. Mais comme on a une translation, on a une troisième composante, qui est une composante de translation. Donc on a une composante due au mouvement circulaire et une composante due au mouvement de translation, on va dire. On va dire ça comme ça. Et donc, comme je l'ai dit, quand on a un MHU, c'est-à-dire qu'on a un MCU, et comme la translation, il y a un pas constant, ben la vitesse Vm sera constante si on a un MHU. Un MHU. Alors maintenant, si je vais parler d'un MHU, ben on aura le module de vecteur, le module du vecteur, on va dire K, il va être constant. Ouais. Et donc, on a une inclinaison sur le plan OXY. Je vais essayer de dessiner ça. Là, j'ai un cylindre. Alors, supposons qu'il monte comme ceci, hop, et puis il fait ceci. Ben, on peut trouver un angle d'inclinaison avec le plan OXY. Voilà. Et l'angle d'inclinaison, on peut le trouver facilement, puisque tangente alpha, il vaudra alors h sur 2 pi r. Elle vaudra h sur 2 pi r. Je rappelle que ça c'est h. Alors 2 pi r, c'est le rayon du cercle. 2 pi r de rayon r. Pour avoir l'inclinaison par rapport à l'angle alpha, voilà, c'est h sur 2 pi r. Alors, pour le vecteur accélération, AM, donc il vaut oméga carré Rn plus R oméga prime T plus H sur 2 pi oméga K. Donc il y a trois composantes. Donc il y a trois composantes et trois composantes pour l'accélération, deux composantes pour la vitesse. Je vous remercie.